En 1928, sous les décombres d'un ancien couvent de la Loire, des archéologues découvrent une cellule souterraine scellée depuis 142 ans. À l'intérieur, 3 squelettes de femmes gisent dans une position de prière éternelle, leurs mains encore jointes sur d'anciens bréviaires. Mais ce qui glace le sang des découvreurs, c'est le message griffonné sur les murs de pierre. Nous avons gardé le secret, que Dieu nous pardonne. Alors, avant de plonger dans cette histoire qui défie l'entendement, prenez un moment pour vous abonner à cette chaîne et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez ce soir. Car ce que vous allez découvrir sur les événements de 1786 dans cette abbaye oubliée vous hantera bien après la fin de cette narration. L'année 1786 marque une époque charnière pour la France. Louis XVI règne sur un royaume au bord de la banqueroute, tandis que les idées nouvelles des philosophes commencent à ébranler les fondements séculaires de l'Église et de la monarchie. Dans les campagnes reculées de la vallée de la Loire, à quelques lieues de Tours, loin des salons parisiens et de leurs débats éclairés, les vieilles traditions résistent encore avec une ferveur proche de l'obsession. C'est dans ce contexte que s'élève l'abbaye de Sainte-Marguerite-des-Prés, un couvent de sœurs cloîtrées fondé en 1423 par dame Isabelle de Montclerc, veuve du seigneur local, mort à la bataille d'Azincourt. Nichée dans un vallon verdoyant où serpente la Brenne, une rivière aux eaux claires qui alimentait autrefois les moulins de la région, l'abbaye semble coupée du monde par ses hauts murs de pierre grise couronnés de tessons de verre brisés. Le domaine s'étend sur près de 200 arpents de terre fertile, comprenant des champs de blé, des vignobles en terrasse sur les coteaux exposés au sud, des vergers de pommiers et de poiriers, ainsi qu'une forêt de chênes centenaires où les religieuses récoltent les glands pour nourrir leurs porcs. Cette autarcie économique, rare à l'époque, confère à l'établissement une indépendance qui inquiète parfois l'autorité diocésaine. L'architecture même du couvent reflète cette volonté d'isolement. Conçu par maître Godefroy de Senlis, architecte militaire réputé du XVe siècle, l'abbaye ressemble davantage à une forteresse qu'à un lieu de recueillement. Les bâtiments s'organisent autour d'une cour carrée de 50 mètres de côté, entourée de galeries voûtées aux colonnes de calcaire blanc. Au centre, un puits profond de 30 mètres assure l'approvisionnement en eau même en cas de siège prolongé. La chapelle, joyau architectural de l'ensemble, s'élève sur 3 niveaux. Au rez-de-chaussée, le chœur des moniales s'ouvre sur la nef par une grille de fer forgée aux motifs complexes, représentant des vignes entrelacées et des épis de blé. Les stalles de chêne noir, sculptées par les artisans de l'abbaye au cours des siècles, portent les armoiries des familles nobles qui ont contribué à l'enrichissement de l'établissement. Au premier étage, une tribune permet aux religieuses malades d'assister aux offices sans quitter leur infirmerie. Enfin, sous la chapelle, une crypte abrite les tombeaux des abbesses successives, ainsi que ceux de quelques bienfaitrices illustres. Mais c'est dans les caves que l'architecture révèle ses secrets les plus troublants. Creusées à même le roc calcaire, elles s'étendent sur plusieurs niveaux et forment un véritable dédale de couloirs, de salles voûtées et de passages étroits. Officiellement, ces espaces servent au stockage des vivres, des tonneaux de vin et des réserves de grains. En réalité, certaines parties de ces souterrains échappent à tout contrôle et abritent des activités que seuls quelques initiés connaissent. L'atmosphère qui règne en ces lieux est d'une austérité saisissante. Dès l'aube, à 4 heures du matin, la cloche de bronze fondue en 1456 résonne dans la vallée pour appeler les religieuses aux matines. Son son grave et mélancolique, qui porte sur plusieurs kilomètres par temps clair, rythme depuis 3 siècles la vie des paysans environnants. Dans les couloirs de pierre, le silence n'est rompu que par le froissement des robes de bure grossière tissées dans les ateliers de l'abbaye, le murmure des prières psalmodiées et le cliquetis des chapelets de buis polis par d'innombrables mains pieuses. L'odeur caractéristique du lieu mélange l'encens d'Orient brûlé dans les encensoirs d'argent,
La cire d'abeille, des dizaines de cierges qui éclairent chapelle et oratoire. Le savon noir utilisé pour entretenir les dalles usées par 3 siècles de procession. Et cette senteur plus subtile de vieux papier et de parchemin qui émane de la bibliothèque où s'entassent près de 2000 volumes manus, scrits et imprimés. La communauté compte, en cette année 1786, 24 religieuses de chœur, 6 converses chargées des travaux manuels et 3 novices en formation. À leur tête règne Mère Marie-Françoise de Sainte-Croix, abbesse perpétuelle élue en 1753 par ses consoeurs et confirmée dans ses fonctions par l'évêque de Tours. Cette femme de 73 ans, au visage émacié, creusé par les jeûnes et les veilles, aux yeux d'un bleu délavé qui semble percer les âmes, inspire un respect mêlé de crainte à toutes les habitantes du couvent. Fille cadette de la famille de Beaumont-Clairvaux, petite noblesse de robe ruinée par de mauvais placements immobiliers et les dépenses excessives d'un père joueur, elle a été placée au couvent à l'âge de 16 ans avec une dot modeste qui ne permettait guère d'envisager un mariage avantageux. Mais loin de subir cette contrainte familiale, la jeune Marie-Françoise a fait de sa condition religieuse un moyen d'ascension sociale et de pouvoir personnel. Dotée d'une intelligence remarquable et d'un caractère impitoyable dissimulé sous une apparente douceur évangélique, elle a su s'imposer progressivement dans la hiérarchie conventuelle. Élue prieure à 35 ans, puis sous-prieure à 42, elle a finalement accédé au rang suprême d'abbesse en éliminant méthodiquement toutes ses rivales potentielles. Sa méthode, d'une efficacité redoutable, consiste à identifier les faiblesses de chacune, orgueil, gourmandise, attache familiale trop forte, pour mieux les exploiter et les neutraliser. Sous son autorité, l'abbaye de Sainte-Marguerite-des-Prés est devenue un établissement prospère et influent. Les revenus fonciers, habilement gérés par des régisseurs choisis pour leurs compétences et leur discrétion, permettent un train de vie confortable. La réputation de sainteté de la communauté attire les dons des familles pieuses de la région, tandis que la qualité de l'enseignement dispensé dans le pensionnat attenant fait de l'abbaye un lieu recherché par la noblesse locale pour l'éducation de ses filles. Mais derrière cette façade de prospérité et de respectabilité se cache une réalité plus sombre. Car Mère Marie-Françoise a développé au fil des années une conception très personnelle de l'autorité abbatiale et de l'obéissance religieuse. Pour elle, la soumission absolue des religieuses ne se limite pas au domaine spirituel et disciplinaire traditionnel. Elle s'étend à tous les aspects de leur existence, y compris les plus intimes et les plus secrets. Cette philosophie du pouvoir s'appuie sur une théologie dévoyée qu'elle a élaborée avec la complicité de son confesseur et aumônier, le père Ambroise Dufresne. Cet homme de 64 ans, au visage rubicond et aux manières affables qui dissimulent mal un tempérament autoritaire et manipulateur, partage avec l'abbesse une vision pour le moins particulière de la vie monastique féminine. Ancien élève des jésuites de Louis le Grand, où il a côtoyé les fils de la haute noblesse parisienne, le père Dufresne a été ordonné prêtre à 25 ans avant d'exercer successivement les fonctions de vicaire dans plusieurs paroisses rurales de Touraine. Homme cultivé, il possède une bibliothèque personnelle de plus de 500 ouvrages comprenant non seulement les classiques de la théologie et de la spiritualité, mais aussi des traités de philosophie, d'histoire naturelle et même quelques romans libertins qu'il prétend consulter pour mieux comprendre les tentations du siècle. Sa nomination comme aumônier de Sainte-Marguerite-des-Prés en 1760 résulte d'une intrigue complexe dans laquelle Mère Marie-Françoise a joué un rôle déterminant. Après avoir fait échouer successivement 3 candidats proposés par l'évêché en révélant opportunément certains de leurs secrets, liaison avec une servante pour l'un, passion excessive pour la bouteille pour le deuxième, tendance janséniste pour le troisième, elle a réussi à imposer le père Dufresne, dont elle avait secrètement négocié les services. L'alliance entre l'abbesse et son aumônier repose sur une complémentarité parfaite de leurs ambitions et de leurs méthodes, lui apporte la caution théologique nécessaire aux pratiques les plus contestables. Elle lui offre un territoire d'expérimentation
où il peut développer en toute impunité ses théories sur la direction spirituelle féminine. Ensemble, ils ont transformé l'abbaye en un laboratoire secret où s'élaborent des méthodes de contrôle psychologique d'une sophistication redoutable. Le système qu'ils ont mis en place fonctionne selon plusieurs niveaux hiérarchiques soigneusement imbriqués. Au sommet, un cercle restreint de 5 religieuses triées sur le volet forme avec l'abbesse et l'aumônier un conseil occulte qui prend toutes les décisions importantes. Ces femmes, toutes issues de familles nobles et possédant une intelligence supérieure à la moyenne, ont été progressivement initiées au mystère profond de la vie monastique selon la doctrine particulière développée par Mère Marie-Françoise. Parmi elles, Sœur Marguerite de la Sainte Trinité, doyenne de la communauté avec ses 68 ans, fait figure de théoricienne officieuse du système. Ancienne pensionnaire de l'abbaye royale de Fontevraud, où elle a côtoyé l'élite de la noblesse française, elle possède une culture exceptionnelle et une connaissance approfondie des arcanes de la politique ecclésiastique. C'est elle qui rédige la plupart des rapports confidentiels destinés à l'évêché. Rapports qui présentent toujours l'abbaye sous le jour le plus favorable possible. Sœur Anne-Gabrielle du Saint-Esprit, 42 ans, fille du comte de Rochefort, apporte au groupe ses relations dans la haute société parisienne. Femme d'une beauté remarquable, malgré l'austérité de sa condition religieuse, elle entretient une correspondance suivie avec plusieurs personnalités influentes de la cour, correspondance qui permet à l'abbaye de bénéficier de protections efficaces en cas de difficulté. Sa spécialité consiste à identifier parmi les nouvelles arrivantes celles qui pourraient poser des problèmes au système établi. Sœur Marie-Madeleine de la Compassion, 36 ans, fille d'un magistrat du Parlement de Paris, excelle dans l'art de la manipulation psychologique. Formée par les Ursulines à une époque où cet ordre mettait l'accent sur l'étude de la nature humaine pour mieux diriger les âmes, elle a développé des techniques de persuasion d'une efficacité redoutable. C'est elle qui se charge du conditionnement des religieuses récalcitrantes. Sœur Thérèse Bénédicte de l'Immaculée Conception, 34 ans, issue d'une famille de financiers anoblis, gère les aspects matériels et financiers des opérations secrètes du groupe. Dotée d'un sens aigu des affaires héritées de son milieu d'origine, elle a mis en place un système comptable parallèle qui permet de dissimuler certaines dépenses et certains revenus aux contrôleurs officiels. Enfin, Sœur Catherine Élisabeth de la Miséricorde divine, 31 ans, fille d'un diplomate ayant servi dans plusieurs cours européennes, apporte sa connaissance des langues étrangères et des usages internationaux. Elle entretient une correspondance secrète avec plusieurs établissements religieux d'Allemagne et d'Italie, où se pratiquent, selon ses dires, des méthodes de formation spirituelle particulièrement efficaces. Au-dessous de ce cercle dirigeant, un deuxième niveau comprend une dizaine de religieuses qui, sans connaître tous les détails du système, en acceptent les grandes lignes et participent à sa mise en œuvre. Ces femmes, généralement d'origine bourgeoise et dotées d'une intelligence moyenne, ont été progressivement amenées à considérer comme normales certaines pratiques qui choqueraient des observateurs extérieurs. Enfin, la base de la pyramide est constituée par les religieuses ordinaires, celles qui subissent le système sans en comprendre les mécanismes profonds. Maintenues dans un état de soumission et de crainte permanent, tenues à l'écart des décisions importantes, elles forment une masse docile et silencieuse qui garantit la pérennité de l'organisation secrète. C'est dans ce contexte complexe et oppressant que vont évoluer les 3 femmes dont la disparition mystérieuse en novembre 1786 va ébranler l'édifice si soigneusement construit par Mère Marie-Françoise et ses complices. L'automne 1786 s'annonce particulièrement rigoureux dans la vallée de la Loire. Dès le mois d'octobre, les premières gelées blanches recouvrent les prés environnant l'abbaye, et les paysans du voisinage s'empressent de rentrer les dernières récoltes avant l'arrivée de l'hiver. Dans l'enceinte monastique, cette période de l'année correspond traditionnellement à une intensification de la vie spirituelle. Jeûnes plus fréquents, offices prolongés, lecture pieuse au réfectoire pendant les repas pris en silence.
C'est dans cette atmosphère de recueillement que 3 religieuses relativement récentes dans la communauté commencent à manifester des signes d'agitation qui n'échappent pas aux observatrices expérimentées du cercle dirigeant. Sœur Agnès de la Miséricorde, sœur Thérèse du Saint-Sacrement et sœur Bernadette de l'Immaculée Conception, arrivées à l'abbaye entre 1783 et 1784, se distinguent jusqu'alors par leur piété exemplaire et leur obéissance scrupuleuse aux règles de la communauté. Sœur Agnès de la Miséricorde, née Agnès Bouchard, est la fille d'un riche marchand drapier de Tours. Âgée de 24 ans, elle a rejoint l'abbaye après avoir rompu des fiançailles avantageuses avec le fils d'un négociant en vin de la région. Sa famille, d'abord opposée à cette décision qu'elle jugeait précipitée et contraire aux intérêts économiques du clan, a finalement accepté de verser une dot considérable de 15 000 livres, somme qui a grandement contribué à l'amélioration des finances conventuelles. Grande et élancée, au visage fin éclairé par des yeux noirs d'une intelligence vive, sœur Agnès possède une culture étendue pour une femme de son époque. Éduquée chez les Ursulines de Tours, elle maîtrise le latin, lit couramment l'italien et l'espagnol, et s'intéresse passionnément à l'histoire de l'Église et aux écrits des mystiques. Cette formation intellectuelle, qui en fait un élément précieux pour la bibliothèque et les archives de l'abbaye, la rend également plus apte que d'autres à discerner les incohérences et les zones d'ombre de la vie conventuelle. Sœur Thérèse du Saint-Sacrement, née Marie-Thérèse Perrin, est issue d'une famille de petits propriétaires terriens des environs d'Amboise. Âgée de 26 ans, elle a d'abord travaillé comme institutrice dans l'école paroissiale de son village natal, avant de ressentir ce qu'elle décrit comme un appel irrésistible à la vie religieuse. Sa dot, plus modeste que celle de sœur Agnès, 8000 livres seulement, a été réunie avec difficulté par ses parents qui ont dû vendre une partie de leur terre pour honorer cet engagement. Femme de taille moyenne, aux cheveux châtains et aux yeux bleus d'une grande douceur, sœur Thérèse compense un niveau d'instruction moins élevé que celui de sœur Agnès, par un sens pratique remarquable et une intuition psychologique qui lui permet de cerner rapidement le caractère des personnes qu'elle côtoie. Affectée aux cuisines et aux réfectoires, elle occupe une position stratégique qui lui donne accès à de nombreuses informations sur la vie quotidienne de la communauté. Sœur Bernadette de l'Immaculée Conception, née Bernadette Laurent, vient d'une famille d'artisans orfèvres établie à Blois depuis plusieurs générations. Âgée de 28 ans, elle est la plus âgée du trio et celle qui possède la personnalité la plus déterminée. Entrée au couvent après la mort prématurée de son fiancé dans un accident de chasse, elle a apporté une dot de 10 000 livres, ainsi qu'un précieux reliquaire d'argent ciselé, œuvre de son père, qui orne aujourd'hui le maître-autel de la chapelle. Petite et robuste, aux traits énergiques et au regard direct, sœur Bernadette s'est rapidement imposée comme une organisatrice efficace dans les ateliers de l'abbaye. Responsable de la lingerie et de la confection des vêtements liturgiques, elle dirige une équipe de 6 converses avec une autorité naturelle qui n'a pas échappé à l'attention de Mère Marie-Françoise. Cette compétence administrative en fait une candidate potentielle pour des responsabilités plus importantes, mais aussi une personnalité susceptible de développer une vision critique du fonctionnement institutionnel. Au cours de l'été 1786, ces 3 femmes ont commencé à manifester des comportements qui intriguent leurs consoeurs. Elles se retrouvent fréquemment ensemble pendant les temps libres, échangent des regards entendus pendant les offices, et interrompent brusquement leur conversation lorsqu'une autre religieuse s'approche. Plus troublante encore, elles posent des questions précises sur l'histoire de l'abbaye, demandent à consulter certains registres anciens et s'intéressent de près aux allées et venues du père Dufresne. Sœur Anne-Gabrielle du Saint-Esprit, toujours attentive aux évolutions de l'humeur collective, rapporte à l'abbesse que les 3 femmes semblent avoir découvert quelque chose qui les préoccupe profondément. Lors d'une conversation surprise dans la buanderie, elle a entendu sœur Agnès déclarer à ses compagnes « Ce que nous avons appris change tout. Nous ne pouvons plus fermer les yeux et faire comme si de rien n'était. » Cette révélation alarmante pousse Mère Marie-Françoise à intensifier la surveillance du trio suspect.
Elle charge sœur Marie-Madeleine de la Compassion d'engager avec chacune d'elles des conversations apparemment anodines destinées à sonder leur état d'esprit et à identifier la nature exacte de leurs préoccupations. Mais les trois femmes, qui ont visiblement pris conscience des enjeux, se montrent d'une discrétion exemplaire et ne laissent rien filtrer de leur découverte. La situation se tend encore quand sœur Marguerite de la Sainte Trinité découvre que quelqu'un a tenté de forcer la serrure de l'armoire où sont conservés les registres les plus anciens de l'abbaye. Les traces de manipulation sont subtiles mais indéniables pour un œil expérimenté. Or, seules 3 personnes dans la communauté possèdent les compétences techniques nécessaires à ce genre d'opération. Sœur Bernadette, formée aux travaux de précision dans l'atelier paternel, sœur Agnès, qui a appris les rudiments de la serrurerie auprès d'un oncle artisan, et curieusement, sœur Thérèse, dont le père réparait lui-même tous les mécanismes de sa ferme. Le père Dufresne, consulté en urgence par l'abbesse, confirme les soupçons qui pèsent sur les 3 religieuses. Au cours des confessions de septembre et octobre, chacune d'elles lui a posé des questions embarrassantes sur l'histoire de l'établissement, sur le sort de certaines sœurs disparues au cours des décennies précédentes, sur la légitimité de certaines pratiques disciplinaires. Leurs interrogations révèlent une connaissance précise de faits que seuls les membres du cercle dirigeant sont censés connaître. Plus inquiétante encore, sœur Agnès a explicitement demandé au père Dufresne si une religieuse avait le droit de révéler à l'autorité épiscopale des irrégularités graves constatées dans son couvent. Cette question, posée avec une innocence feinte qui ne trompe personne, constitue une menace directe contre l'ordre établi. Car si l'évêché ouvrait une enquête approfondie sur les pratiques de sainte Marguerite des Prés, l'ensemble du système si patiemment élaboré par mère Marie-Françoise s'effondrerait comme un château de cartes. Il faut donc agir, et agir vite. Mais comment neutraliser ces 3 femmes, sans éveiller les soupçons de la communauté? Comment les réduire au silence, sans provoquer le scandale, qui détruirait définitivement la réputation de l'abbaye? C'est là que l'expérience accumulée au fil des années va se révéler précieuse. Car ce n'est pas la première fois que mère Marie-Françoise et ses complices sont confrontés à ce genre de problème. En 1771, sœur Conception Marie, une jeune religieuse de 19 ans issue d'une famille de magistrats parisiens, avait commencé à poser des questions gênantes sur les finances de l'établissement. Elle avait remarqué des discordances entre les comptes officiels et certaines dépenses réelles, et menaçait d'alerter son frère, conseiller au Parlement de Paris. Sa disparition soudaine, officiellement expliquée par un départ volontaire vers un couvent de contemplatives en Italie, n'avait soulevé aucune question grâce à une lettre d'adieu habilement rédigée par sœur Marguerite. En 1775, un cas similaire s'était présenté avec sœur Marie-Joseph de la Présentation, fille d'un banquier de Lyon qui s'intéressait de trop près aux activités nocturnes de certaines religieuses dans les caves de l'abbaye. Son transfert vers un monastère de carmélites en Espagne avait été facilité par les relations diplomatiques de sœur Catherine Élisabeth. En 1779, sœur Véronique de la Sainte-Face, ancienne pensionnaire de Port-Royal qui conservait des sympathies jansénistes, avait tenté d'organiser une résistance passive contre ce qu'elle appelait les innovations contraires à l'esprit monastique. Sa vocation tardive pour l'ordre des Clarisses en Provence avait mis fin à cette tentative de sédition avant qu'elle ne prenne de l'ampleur. Mais dans tous ces cas précédents, l'abbesse avait eu affaire à des opposantes isolées, plus faciles à manipuler et à éliminer. Cette fois, elle se trouve confrontée à un groupe soudé de 3 femmes déterminées qui se soutiennent mutuellement et qui ont manifestement coordonné leurs recherches. Le défi est d'une toute autre nature. C'est au cours d'un conseil secret réuni dans la cellule abbatiale le 15 novembre 1786 que la décision fatale est prise. Présente, mère Marie-Françoise, le père Dufresne et les 5 religieuses du cercle dirigeant. Après 3 heures de délibération, la sentence tombe, implacable. Les 3 femmes représentent un danger mortel pour la survie du système et doivent être définitivement neutralisées.
Mais cette fois, pas question d'organiser un départ fictif qui pourrait être vérifié par des familles inquiètes ou des autorités soupçonneuses. La solution adoptée est d'une simplicité terrifiante. Les 3 religieuses vont tout simplement disparaître, comme si elles n'avaient jamais existé. Leurs noms seront effacés des registres, leurs affaires détruites et tous les témoins potentiels réduits au silence par la terreur ou la complicité. Le plan élaboré dans ses moindres détails par sœur Marie-Madeleine de la Compassion avec la collaboration technique du père Dufresne prévoit d'attirer les 3 femmes dans les souterrains de l'abbaye sous un prétexte plausible, puis de les enfermer définitivement dans une cellule spécialement aménagée à cet effet. Cette méthode, d'une cruauté inouïe, présente l'avantage de ne laisser aucune trace matérielle tout en dissuadant efficacement toute velléité de rébellion future. La mise en œuvre de ce plan monstrueux est fixée au 23 novembre, jour de la Sainte Clémence, patronne traditionnelle du pardon et de la miséricorde. L'ironie de cette coïncidence n'échappe à aucun des conjurés, mais elle renforce leur conviction d'agir pour le bien supérieur de l'institution qu'ils servent. Les jours qui précèdent le 23 novembre 1786 s'écoulent dans une atmosphère de tension croissante que perçoivent même les religieuses les moins perspicaces de la communauté. Mère Marie-Françoise multiplie les offices extraordinaires et les exercices de piété, créant un climat de ferveur mystique propice à dissimuler les préparatifs secrets de l'opération projetée. Le père Dufresne, de son côté, profite de ses fonctions d'aumônier pour conduire discrètement les reconnaissances nécessaires dans les souterrains de l'abbaye. Accompagné de frère Antoine, le jardinier sacristain qui fait également office de maçon occasionnel, il inspecte minutieusement les caves profondes situées sous la chapelle et repère l'emplacement idéal pour aménager la prison destinée aux 3 condamnés. L'endroit choisi se trouve au 3e niveau souterrain, dans une salle voûtée de 4 mètres sur 3 qui servait autrefois de cellier particulier aux abbesses du XVIe siècle. Accessible par un escalier de pierre taillé particulièrement raide et étroit, cette pièce présente l'avantage d'être totalement isolée du reste des caves et de ne figurer sur aucun plan officiel de l'établissement. Ces murs épais de plus d'1 mètre garantissent une insonorisation parfaite, tandis qu'une petite ouverture pratiquée dans la voûte et débouchant dans un conduit naturel assure une aération minimale. Frère Antoine, homme simple et dévoué qui a passé 40 ans de sa vie au service de l'abbaye, ne pose aucune question sur les travaux qu'on lui demande d'effectuer. Sous la direction du père Dufresne, il aménage la cellule selon les spécifications précises fournies par le conseil secret. Renforcement de la porte existante par une double épaisseur de chêne massif. Pose d'une serrure à secret de fabrication allemande. Installation d'un système rudimentaire d'évacuation des eaux usées. Le mobilier de cette prison clandestine se limite au strict minimum. 3 paillasses de paille grossière, un seau de bois pour les besoins naturels, une cruche d'eau, quelques écuelles de terre cuite. Un crucifix de bois sombre, sculpté au XVe siècle par un artisan anonyme, est fixé au mur face à l'entrée pour rappeler aux futures occupantes leur condition de religieuses vouées à la contemplation éternelle. Pendant ce temps, sœur Marie-Madeleine de la Compassion met au point le stratagème qui permettra d'attirer les 3 religieuses suspectes dans le piège mortel qui leur est tendu. Sa stratégie, d'une perversité consommée, s'appuie sur la curiosité intellectuelle même qui pousse ses victimes à poser des questions embarrassantes. Elle fait d'abord circuler dans la communauté, avec une discrétion calculée, la rumeur selon laquelle d'anciens documents de la plus haute importance historique auraient été récemment découverts dans les parties les plus reculées des archives souterraines. Ces parchemins, prétendument datés du XIVe siècle, contiendraient des révélations extraordinaires sur les origines de l'abbaye et sur certains personnages illustres qui y auraient séjourné incognito. Pour donner du crédit à cette fable, elle produit quelques fragments de textes latins habilement vieillis et artificiellement endommagés qu'elle présente comme les premières pièces d'un ensemble beaucoup plus vaste. Ces documents factices, rédigés de sa propre main dans un latin approximatif mais suffisamment convaincant pour tromper des lectrices non spécialistes, évoquent de mystérieuses visites royales et des secrets d'État conservés dans les murs du couvent.
L'effet escompté ne se fait pas attendre. Sœur Agnès, passionnée d'histoire ecclésiastique, manifeste immédiatement un vif intérêt pour ces prétendues découvertes. Sœur Thérèse et sœur Bernadette, stimulées par l'enthousiasme de leur compagne, demandent également à être associées à l'examen de ces documents exceptionnels. Sœur Marie-Madeleine feint d'abord quelques réticences, invoquant la nécessité d'obtenir l'autorisation de Mère Marie-Françoise pour donner accès à des pièces d'une telle valeur historique. Puis, après quelques jours de négociations apparemment difficiles, elle annonce que l'abbesse a finalement accepté de permettre une consultation restreinte, à condition que celle-ci se déroule dans le plus grand secret et en présence d'un membre du conseil conventuel. Le rendez-vous est fixé au 23 novembre à 9 h du soir, soit 1 heure après l'office de complis qui marque normalement la fin de la journée monastique. Ce moment, choisi avec soin, présente l'avantage de garantir que toutes les autres religieuses seront couchées et que les couloirs de l'abbaye seront déserts. L'examen des documents doit avoir lieu dans la salle des archives souterraines, au 3e niveau, pour éviter tout risque d'indiscrétion. Les 3 femmes acceptent sans méfiance cette proposition, qui semble répondre parfaitement à leurs préoccupations. Elles voient dans cette consultation exceptionnelle l'occasion d'accéder enfin aux informations qu'elles recherchent depuis des mois sur l'histoire secrète de leur établissement. Aucune d'elles ne soupçonne que cette offre apparemment généreuse constitue en réalité le premier acte de leur condamnation à mort. Le 23 novembre 1786 se lève dans un brouillard épais qui enveloppe la vallée de la Brenne et donne au paysage des allures fantomatiques. La température, particulièrement basse pour la saison, oblige les religieuses à porter par-dessus leurs robes de bure les manteaux de laine brune réservés au grand froid. Dans la chapelle mal chauffée, la laine des oratrices forme de petits nuages de vapeur qui se dissolvent lentement dans l'air glacé. Mère Marie-Françoise dirige les offices de la journée avec une solennité inhabituelle, multipliant les invocations à la divine providence et les prières pour que la volonté de Dieu s'accomplisse en toutes choses. Cette insistance sur les thèmes de la soumission et de l'acceptation du destin frappe plusieurs religieuses, mais aucune n'ose interroger l'abbesse sur les raisons de cette orientation particulière de la liturgie. Au réfectoire, les repas se déroulent dans un silence plus pesant qu'à l'accoutumée. Sœur Agnès, sœur Thérèse et sœur Bernadette, visiblement préoccupées par la consultation exceptionnelle qui les attend le soir même, touchent à peine aux aliments servis dans leurs écuelles de terre cuite. Leurs regards se croisent parfois au-dessus des longues tables de chêne, échangeant des messages muets que leurs compagnes interprètent comme de l'impatience devant la perspective de découvertes historiques passionnantes. En réalité, les 3 femmes sont travaillées par une angoisse croissante qu'elles n'arrivent pas à s'expliquer rationnellement. Depuis quelques jours, elles ont remarqué des changements subtils dans l'attitude de certaines religieuses à leur égard. Conversations qui s'interrompent à leur approche, regards fuyants, sourires forcés. Cette évolution de l'atmosphère communautaire, qu'elles attribuent d'abord à leur propre nervosité, prend progressivement l'allure d'un phénomène objectif et inquiétant. Sœur Bernadette, la plus intuitive du trio, confie à ses compagnes au cours d'une brève conversation dans l'atelier de couture. « J'ai l'impression que nous sommes observés en permanence, comme si on attendait quelque chose de nous. Cette consultation de ce soir arrive bien opportunément, vous ne trouvez pas ?» Sœur Agnès, dont l'intelligence analytique s'accommode mal de ses pressentiments irrationnels, tente de rassurer ses amis. « Nous avons peut-être trop d'imagination. Ces documents existent réellement. J'ai pu voir les fragments que possède sœur Marie-Madeleine. Ils correspondent exactement au type de source que nous recherchions. Mais sœur Thérèse, qui a développé au fil des mois une connaissance approfondie des personnalités de la communauté, exprime des doutes plus précis. Ce qui m'inquiète, c'est le comportement de sœur Marie-Madeleine elle-même. Elle qui est d'habitude si réservée et si prudente, pourquoi nous fait-elle soudain ces confidences? Et pourquoi cette consultation doit-elle avoir lieu en secret, si loin des bâtiments principaux? Ces interrogations légitimes ne débouchent pourtant sur aucune décision de renonciation, car les 3 femmes sont arrivées à un point de non-retour dans leurs recherches. Elles ont accumulé suffisamment d'indices troublants pour soupçonner l'existence de graves irrégularités dans le fonctionnement de l'abbaye,
mais elles manquent encore des preuves formelles qui leur permettraient d'alerter l'autorité épiscopale. Cette consultation nocturne représente peut-être leur dernière chance d'obtenir les éléments décisifs dont elles ont besoin. Au cours de l'après-midi, tandis que la communauté vaque à ses occupations habituelles, travaux de couture, recopiage de manuscrits, préparation des médicaments à base de plantes dans l'infirmerie, les préparatifs secrets de l'opération se poursuivent dans l'ombre. Frère Antoine termine l'aménagement de la cellule souterraine en y transportant les maigres provisions qui permettront aux prisonnières de survivre quelques semaines. Pain rassis, eau claire, quelques légumes secs. Le père Dufresne, de son côté, met au point les derniers détails du scénario qui justifiera la disparition des 3 religieuses aux yeux de la communauté. Selon la version officielle qui sera donnée dès le lendemain matin, les 3 femmes auront été rappelées d'urgence dans leurs familles respectives pour régler des affaires de succession particulièrement complexes. Leur départ précipité, dans la nuit même, s'expliqueront par la nécessité de prendre rapidement des dispositions juridiques avant l'échéance de certains délais légaux. Pour donner du crédit à cette explication, sœur Marguerite de la Sainte Trinité a rédigé de sa main experte 3 lettres d'adieu dans lesquelles chaque disparu exprime ses regrets de devoir quitter temporairement la communauté et promet de donner rapidement de ses nouvelles. Ces faux, d'une habileté consommée, imitent parfaitement l'écriture et le style de leurs prétendus auteurs. Sœur Catherine Élisabeth de la Miséricorde divine s'est chargée de préparer les bagages fictifs qui seront retrouvés le lendemain dans les cellules abandonnées. Quelques effets personnels de peu de valeur, laissés ostensiblement en évidence, accréditeront la thèse d'un départ improvisé mais volontaire. Les objets les plus précieux, bijoux de famille, livres rares, correspondances, auront mystérieusement disparu, emportés par leurs propriétaires dans leur fuite nocturne. Enfin, sœur Anne-Gabrielle du Saint-Esprit s'est assurée que les familles des 3 religieuses ne s'inquiéteront pas de leur silence prolongé. Utilisant ses relations dans la bonne société tourangelle, elle a fait discrètement circuler la rumeur selon laquelle les 3 femmes ont rejoint un ordre contemplatif particulièrement strict où toute correspondance avec l'extérieur est formellement interdite pendant une période probatoire de 2 ans. Tous ces éléments du mensonge collectif sont soigneusement coordonnés pour former un ensemble cohérent et crédible. L'expérience acquise lors des disparitions précédentes a permis d'identifier et de corriger les failles qui avaient failli compromettre le succès de ces opérations antérieures. À 8 heures du soir, après l'office de complice célébré avec une solennité particulière par le père Dufresne, la communauté se retire dans ses cellules selon l'horaire habituel. Le silence monastique, qui interdira désormais toute conversation jusqu'aux matines du lendemain matin, s'installe progressivement dans les couloirs et les dortoirs de l'abbaye. Mais dans la cellule qu'elles partagent au 2e étage du bâtiment principal, sœur Agnès, sœur Thérèse et sœur Bernadette ne parviennent pas à trouver le sommeil. L'imminence du rendez-vous fixé pour 9 heures les maintient dans un état de nervosité croissante que vient encore aggraver l'atmosphère oppressante de cette journée particulière. À 9 heures moins le quart, elles quittent discrètement leur cellule et se dirigent vers l'escalier qui dessert les caves de l'abbaye. Leurs pas, étouffés par les épaisses chaussures de feutre qu'elles portent pendant l'hiver, ne résonnent pas sur les dalles de pierre du couloir principal. Dans l'obscurité presque complète que ne perce que la faible lueur de la chandelle que porte sœur Agnès, elles progressent lentement vers leur destin funeste. Arrivées au niveau des caves, elles retrouvent sœur Marie-Madeleine de la Compassion, qui les attend devant l'entrée des archives souterraines. Cette femme, d'ordinaire si maîtresse d'elle-même, semble étrangement agitée. Ses mains tremblent légèrement, tandis qu'elle manipule la lourde clé de fer qui ouvre la porte bardée de métal. « Mes sœurs », leur dit-elle d'une voix que l'émotion rend un peu rauque, « je dois vous avouer que cette consultation revêt une importance exceptionnelle. Les documents que vous allez examiner sont susceptibles de modifier profondément notre compréhension de l'histoire de notre maison. Je vous demande de garder le secret le plus absolu sur ce que vous allez découvrir,
Au moins jusqu'à ce que Mère Marie-Françoise ait pu évaluer les implications de ces révélations. Cette recommandation, qui aurait dû éveiller leur méfiance, ne fait au contraire que renforcer l'impatience des trois femmes. Elles suivent leur guide dans l'escalier en colimaçon qui s'enfonce dans les profondeurs de l'abbaye, descendant successivement au premier, puis au deuxième, puis au troisième niveau souterrain. L'air devient progressivement plus humide et plus froid, chargé de cette odeur particulière de pierre mouillée et de moisissure qui caractérise les caves anciennes. Au troisième niveau, Sœur Marie-Madeleine s'arrête devant une porte que les trois visiteuses n'avaient jamais remarquée lors de leurs explorations précédentes. Cette entrée, dissimulée dans un renfoncement de la muraille et masquée par des tonneaux vides disposés avec un art consommé, donne accès à la partie la plus secrète des souterrains abbatiaux. « C'est ici », annonce-t-elle en introduisant une seconde clé dans la serrure complexe qui protège cette porte mystérieuse. Les documents sont conservés dans cette salle pour les préserver de l'humidité qui règne dans les autres parties des caves. La porte s'ouvre en grinçant sur ses gonds mal entretenus, révélant une pièce de dimension modeste, éclairée par 2 chandelles posées sur une table de bois blanc. Sur cette table sont disposés quelques parchemins anciens, quelques registres reliés de cuir sombre et un encrier accompagné de plusieurs plumes d'oie taillées pour l'écriture. Sœur Agnès, Sœur Thérèse et Sœur Bernadette pénètrent dans cette salle avec l'émotion de chercheuses sur le point de faire une découverte historique majeure. Elles ne remarquent pas que Sœur Marie-Madeleine reste sur le seuil, et elles n'entendent pas le bruit métallique de la clé qui tourne dans la serrure derrière elles. Ce n'est que lorsque Sœur Agnès se retourne pour remercier leur guide de cette opportunité exceptionnelle qu'elle découvre avec horreur que la porte s'est refermée et que les trois femmes se retrouvent prisonnières dans cette cellule souterraine. Ces appels désespérés ne reçoivent pour toute réponse que le bruit des pas de Sœur Marie-Madeleine qui s'éloigne dans le couloir, puis plus rien qu'un silence de tombe. La nuit du 23 au 24 novembre 1786 se révèle interminable pour les trois prisonnières de la cellule souterraine. Après les premiers moments de panique et les tentatives désespérées pour forcer la porte ou attirer l'attention par leurs cris, elles comprennent rapidement que leur situation est sans issue immédiate. La solidité de leur prison, l'épaisseur des murailles qui les entourent, l'isolement de cet endroit au cœur des souterrains de l'abbaye rendent tout espoir d'évasion ou de secours parfaitement illusoire. Sœur Bernadette, dont l'expérience technique acquise dans l'atelier paternel lui permet d'évaluer avec précision la qualité de la serrure qui les retient captives, annonce à ses compagnes que cette pièce de mécanisme d'origine allemande et de fabrication récente ne pourra être forcée avec les moyens dérisoires dont elle dispose. Quant au mur de pierre taillé, épais de plus d'1 mètre et parfaitement ajusté, il défie toute tentative de percement ou de descellement. C'est alors que la terrible vérité commence à se faire jour dans l'esprit des trois femmes. Leur enlèvement n'est pas le résultat d'un malentendu ou d'une mesure disciplinaire temporaire, mais bien l'aboutissement d'un plan soigneusement préparé pour les faire disparaître définitivement. Les documents historiques qui ont servi d'appât pour les attirer dans ce piège ne sont qu'un leurre grossier. Et la consultation exceptionnelle promise par Sœur Marie-Madeleine n'était qu'une mise en scène destinée à justifier leur présence dans ces lieux écartés. Sœur Agnès, dont l'intelligence analytique fonctionne même dans les situations les plus dramatiques, reconstitue rapidement l'enchaînement des événements qui ont conduit à leur perte. Leurs recherches sur l'histoire secrète de l'abbaye, leurs questions embarrassantes sur le sort de certaines religieuses disparues, leurs soupçons sur les pratiques de Mère Marie-Françoise et de son cercle dirigeant, tout cela a été perçu comme une menace mortelle pour l'ordre établi. « Nous en savons trop », murmure-t-elle à ses compagnes, tandis qu'elles se serrent les unes contre les autres pour lutter contre le froid humide qui règne dans leur prison. Nous avons découvert des choses qu'ils ne peuvent pas laisser divulguer. Ils nous ont fait disparaître comme ils ont fait disparaître les autres avant nous. Cette révélation tardive plonge les trois femmes dans un abîme de désespoir. Elles comprennent qu'aucune négociation, aucune promesse de silence, aucun appel à la clémence ne pourra les sauver.
Leur sort est scellé depuis le moment où elles ont commencé à poser les mauvaises questions et à chercher les mauvaises réponses. Elles ne sont plus que des témoins gênants, dont l'élimination physique constitue la seule solution aux yeux de leur geôlier, au cours des heures qui suivent, tandis que le froid et l'obscurité rendent leur situation encore plus pénible. Elles tentent de reconstituer l'ampleur du système criminel qu'elles ont involontairement menacé. Leurs discussions, entrecoupées de prières et de moments de prostration, révèlent progressivement l'étendue de leurs découvertes partielles et permettent de dessiner le tableau d'ensemble d'une organisation secrète d'une perversité extraordinaire. Sœur Thérèse évoque les conversations troublantes qu'elle a surprises entre certaines religieuses du cercle dirigeant, conversations qui évoquaient des épreuves particulières imposées aux sœurs jugées insuffisamment dociles. Elle se souvient notamment d'une discussion entre sœur Anne-Gabrielle et sœur Catherine-Élisabeth, au cours de laquelle il était question de cellules de méditation profonde et de purification par l'isolement. Sœur Bernadette rapporte ses observations sur les allées et venues nocturnes du père Dufresne, qu'elle a plusieurs fois aperçu descendant vers les caves en compagnie de frère Antoine et transportant des matériaux de construction, planches, clous, sacs de chaux vives. Ces déplacements mystérieux, qui avaient d'abord éveillé sa curiosité professionnelle, prennent maintenant une signification sinistre. Sœur Agnès, enfin, fait le bilan de ses recherches dans les archives officielles et révèle l'existence de discordances troublantes dans les registres de l'abbaye. Plusieurs religieuses mentionnées dans les comptes ou la correspondance ont disparu de tous les autres documents sans laisser de traces. Leurs noms ont été systématiquement effacés, leurs cellules réattribuées, leurs effets personnels volatilisés, comme si elles n'avaient jamais existé. Ces témoignages convergents dessinent le portrait d'une institution religieuse transformée en instrument de terreur par une poignée de dirigeants sans scrupules. L'abbaye de Sainte-Marguerite-des-Prés, sous l'apparence trompeuse d'un couvent exemplaire, dissimule en réalité un système d'élimination physique des opposantes qui fonctionne depuis des décennies avec la régularité d'une machine administrative. Mais si les 3 prisonnières parviennent maintenant à comprendre les mécanismes de leur perte, cette lucidité tardive ne leur apporte aucun espoir de salut. Au contraire, elle ne fait qu'aggraver leur angoisse en leur révélant l'impossibilité de tout recours extérieur. Car qui pourrait les croire si par miracle elles parvenaient à sortir vivantes de ce cauchemar? Qui accepterait de prendre au sérieux des accusations si graves portées contre un établissement religieux jouissant d'une réputation irréprochable? Les familles même des victimes ont été manipulées par des explications plausibles et ne s'inquiètent pas outre mesure de l'absence de nouvelles. L'autorité épiscopale, trompée par les rapports rassurants de Mère Marie-Françoise, n'a aucune raison de soupçonner l'existence d'irrégularités graves. La société civile, respectueuse des privilèges traditionnels de l'Église, n'interviendrait jamais dans les affaires internes d'un couvent sans y être formellement invitée par la hiérarchie ecclésiastique. Cette prise de conscience de leur isolement total achève de briser le moral des 3 femmes. Elles comprennent qu'elles vont mourir dans cette cellule souterraine sans que personne ne connaisse jamais la vérité sur leur sort. Leurs bourreaux continueront à jouir impunément de leur pouvoir et d'autres victimes innocentes subiront probablement le même sort dans les années à venir. C'est dans cette atmosphère de désespoir absolu que germe l'idée qui va donner un sens ultime à leur sacrifice. Puisqu'elles ne peuvent plus espérer sauver leur vie, elles peuvent au moins tenter de laisser un témoignage pour l'avenir. Peut-être qu'un jour, dans des circonstances qu'elles ne peuvent imaginer, quelqu'un découvrira leur prison et comprendra ce qui s'est réellement passé entre ces murs. Sœur Agnès, animée par cette ultime mission, commence à rédiger sur les pages vierges d'un bréviaire une relation détaillée de leur découverte et de leur enlèvement. Son écriture fine et régulière, formée chez les Ursulines selon les règles de la calligraphie monastique, trace méthodiquement l'acte d'accusation de leur bourreau. Chaque fait est daté avec précision, chaque témoignage rapporté fidèlement, chaque indice soigneusement consigné.
Sœur Thérèse et sœur Bernadette apportent leur contribution à cette œuvre testamentaire en dictant leurs propres souvenirs et en précisant les détails que la mémoire de leur compagne aurait pu omettre. Ensemble, elles reconstituent, jour après jour, heure après heure, l'histoire de leur recherche et de leur chute. Parallèlement à ce travail de mémorialiste, elles gravent sur les murs de pierre de leur prison des messages plus brefs, destinés à frapper l'imagination de leurs futurs découvreurs. Ces inscriptions, tracées à l'aide de débris métalliques arrachés à leurs vêtements ou à leur mobilier, témoignent de leur foi inébranlable malgré l'atrocité de leur situation. Pendant ce temps, au-dessus de leur tête, la vie de l'abbaye reprend son cours apparemment normal. Dès le matin du 24 novembre, Mère Marie-Françoise convoque la communauté dans la salle capitulaire pour annoncer le départ imprévu des 3 religieuses. Sa version officielle, exposée avec un art consommé du mensonge, ne soulève aucune objection de la part des auditrices. Les religieuses, les moins perspicaces, acceptent sans discussion cette explication qui correspond aux usages de l'époque. Les déplacements temporaires de moniales pour régler des affaires familiales, bien qu'exceptionnels, ne sont pas inconnus dans les annales monastiques. Le caractère précipité de ces départs peut s'expliquer par l'urgence des procédures juridiques à accomplir. Seules quelques sœurs plus observatrices, comme la vieille sœur scolastique qui a passé 50 ans dans l'établissement, remarquent certains détails troublants. Pourquoi les 3 partantes n'ont-elles pris congé de personne? Pourquoi leurs bagages sont-ils si légers pour un voyage qui doit durer plusieurs mois? Pourquoi leurs lettres d'adieu sont-elles si brèves et si peu personnalisées? Mais ces interrogations restent à l'état de murmures étouffés dans les couloirs et ne donnent lieu à aucune protestation ouverte. L'atmosphère de terreur savamment entretenue par le cercle dirigeant dissuade efficacement toute curiosité excessive. Chacune comprend instinctivement qu'il vaut mieux accepter la version officielle que de risquer de subir le même sort mystérieux que les disparus. Si ces révélations vous donnent des frissons dans le dos, n'hésitez pas à liker cette vidéo et dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez qu'il s'est réellement passé dans ces souterrains maudits. Les semaines qui suivent la disparition des 3 religieuses voient s'installer à l'abbaye de Sainte-Marguerite-des-Prés un climat de tension sourde qui ne trompe personne malgré les efforts déployés par le cercle dirigeant pour maintenir une apparence de normalité. L'hiver 1786-1787, particulièrement rigoureux, contribue à renforcer l'atmosphère oppressante qui pèse sur la communauté monastique. Les chutes de neige précoces et abondantes isolent encore davantage l'établissement du monde extérieur. Les chemins impraticables découragent les rares visiteurs et les courriers n'arrivent plus qu'irrégulièrement. Cette coupure avec l'extérieur, qui aurait pu favoriser l'oubli progressif des événements récents, produit au contraire l'effet inverse en concentrant l'attention de toutes les religieuses sur les mystères internes de leur institution. Dans cette atmosphère confinée, les comportements de chacune prennent une importance démesurée. Les regards, les silences, les paroles ambiguës sont scrutés et interprétés avec une acuité maladive. Les membres du cercle dirigeant, conscients d'être observés, tentent de donner le change en affichant une sérénité de commande qui convainc de moins en moins leurs subordonnés. Mère Marie-Françoise elle-même, malgré son expérience consommée de la dissimulation, trahit parfois une nervosité inhabituelle. Ces sermons du dimanche, d'ordinaire si mesurés et si bien construits, dérivent fréquemment vers des considérations obsessionnelles sur l'obéissance aveugle, le danger des curiosités malsaines et la nécessité d'accepter sans discussion les décisions de l'autorité légitime. Le père Dufresne, de son côté, multiplie les allusions voilées au châtiment divin qui frappe ceux qui remettent en question l'ordre établi par la Providence. Ces homélies, émaillées de références bibliques sur la punition des rebelles et la récompense des fidèles, créent un climat d'inquiétude religieuse qui ne passe pas inaperçu. Mais c'est sœur Marie-Madeleine de la Compassion qui manifeste les signes les plus évidents de troubles psychologiques. Cette femme, d'ordinaire si maîtresse d'elle-même et si habile dans l'art de la manipulation, semble rongée par une culpabilité croissante qui transparaît malgré tous ses efforts.
Ses insomnies se multiplient, son appétit diminue et ses traits se creusent visiblement. Plusieurs religieuses rapportent l'avoir entendu gémir et sangloter dans sa cellule au cours des nuits de décembre et janvier. D'autres affirment l'avoir surprise parlant toute seule dans les couloirs, tenant des conversations avec des interlocutrices invisibles qu'elle appelait par les noms de Sœur Agnès, Sœur Thérèse et Sœur Bernadette. Ces manifestations de déséquilibre mental inquiètent même les autres membres du cercle dirigeant, qui craignent qu'un effondrement psychologique de leurs complices ne compromette la sécurité de l'ensemble de l'opération. Sœur Marguerite de la Sainte Trinité tente de rassurer sa consoeur en lui rappelant que leur action était nécessaire pour sauvegarder l'institution. Mais ces arguments ne parviennent pas à apaiser les remords qui torturent la malheureuse. Cette détérioration de la cohésion interne du groupe dirigeant coïncide avec l'émergence d'une opposition diffuse, mais perceptible, dans le reste de la communauté. Bien qu'aucune religieuse n'ose exprimer ouvertement ses doutes sur la version officielle de la disparition, plusieurs d'entre elles commencent à échanger des confidences prudentes qui révèlent leur scepticisme croissant. Sœur Scolastique, forte de ses 50 années d'ancienneté dans l'établissement, se permet quelques réflexions à mots couverts sur les changements étranges survenus dans les mœurs conventuelles depuis l'arrivée de Mère Marie-Françoise. Sans rien affirmer explicitement, elle fait comprendre à ses interlocutrices que l'époque de sa jeunesse religieuse était marquée par plus de transparence et moins de mystère. Sœur Augustine, la jeune bibliothécaire qui avait découvert le manuscrit compromettant quelques mois plus tôt, observe avec une attention redoublée les allées et venues des dirigeantes. Elle remarque notamment que l'accès aux caves et aux archives souterraines fait l'objet d'une surveillance renforcée depuis novembre. Frère Antoine a reçu pour consigne de ne laisser pénétrer dans ces lieux aucune religieuse non autorisée par l'abbesse elle-même. Cette restriction éveille les soupçons de Sœur Augustine, qui se souvient parfaitement de l'état des caves lors de ses précédentes visites. Aucun problème d'humidité ne justifiait alors de telles mesures de protection. C'est dans ce contexte de tension latente qu'un événement inattendu vient bouleverser l'équilibre précaire maintenu par Mère Marie-Françoise. Le 15 février 1787, par un après-midi de dégel qui transforme les chemins en bourbiers, un cavalier se présente à la porte de l'abbaye. Il s'agit de maître François Bouchard, notaire à Tours et frère aîné de Sœur Agnès de la Miséricorde. Cet homme de 45 ans, au visage énergique et à l'œil perçant, n'est pas du genre à se laisser abuser par des explications approximatives. Riche bourgeois enrichi dans le commerce des étoffes, il a développé au fil des ans un sens aigu des affaires qui lui permet de déceler rapidement les incohérences et les mensonges. Sa visite à l'abbaye n'est pas motivée par une inquiétude familiale. Il a accepté sans difficulté l'explication officielle du départ temporaire de sa sœur, mais par des considérations purement financières. En tant qu'exécuteur testamentaire de leur père décédé en janvier, il doit obtenir la signature d'Agnès sur plusieurs documents relatifs au partage de la succession. Mère Marie-Françoise, prise au dépourvu par cette visite imprévue, tente d'abord de gagner du temps en expliquant que sa sœur est momentanément indisponible pour cause de retraite spirituelle approfondie. Mais Maître Bouchard, habitué au subterfuge juridique, insiste poliment mais fermement pour obtenir une entrevue immédiate. « Ma révérende mère », déclare-t-il avec cette autorité tranquille qui caractérise sa profession, « les délais légaux ne souffrent aucun retard. Si ma sœur ne peut signer ses actes avant la fin du mois, l'ensemble de la succession sera bloqué et les intérêts de votre établissement s'en trouveront gravement compromis. » Cette menace voilée produit l'effet escompté. L'abbesse, qui ne peut se permettre de perdre les revenus substantiels que rapporte la dot d'Agnès, promet de faire le nécessaire pour organiser rapidement la rencontre demandée. Mais intérieurement, elle mesure l'ampleur du problème qui se pose soudain à elle. Comment expliquer l'absence définitive d'une religieuse dont la famille exige impérativement la présence? Comment justifier la disparition d'une femme que ses proches croient temporairement éloignée, mais toujours vivante? Le mensonge si soigneusement élaboré en novembre dernier révèle soudain ses failles béantes. Dans l'urgence, Mère Marie-Françoise convoque un conseil secret extraordinaire.
Les 5 religieuses dirigeantes et le père Dufresne se réunissent dans la cellule abbatiale pour chercher une solution à cette crise imprévisible. Les débats, d'une âpreté inhabituelle, révèlent les divergences profondes qui commencent à fissurer l'unité du groupe. Sœur Marguerite de la Sainte Trinité propose de révéler au notaire la véritable destination de sa sœur. Un couvent clandestin en Espagne où celle-ci aurait rejoint un ordre contemplatif particulièrement strict. Cette solution présenterait l'avantage de justifier l'impossibilité de tout contact direct tout en maintenant l'illusion de la survie de la disparue. Mais sœur Anne-Gabrielle du Saint-Esprit objecte que maître Bouchard, en tant qu'homme de loi, ne se satisfera pas d'explications vagues et exigera des preuves formelles, adresse précise du couvent, nom de l'abbesse, autorisation épiscopale. Or, la fabrication de faux documents aussi sophistiqués demanderait un temps et des moyens dont le groupe ne dispose pas. Le père Dufresne suggère une solution plus radicale. Éliminer purement et simplement ce témoin gênant en organisant un accident sur les chemins défoncés qui entourent l'abbaye. Mais cette proposition, qui révèle la dérive criminelle progressive du système, choque même les complices les plus endurcis et se heurte à un refus catégorique. C'est finalement sœur Marie-Madeleine de la Compassion qui propose la solution adoptée. Solution d'une perversité achevée qui témoigne de l'ingéniosité diabolique développée par ces criminels en soutane. Puisqu'il est impossible de produire sœur Agnès vivante, il faut annoncer sa mort récente en organisant des funérailles crédibles. Selon ce nouveau mensonge, la religieuse aurait succombé brutalement à une fièvre putride contractée au cours de son voyage vers l'établissement espagnol où elle devait se rendre. Son décès, survenu dans une auberge isolée des Pyrénées, expliquerait pourquoi sa famille n'a pas été immédiatement prévenue. Son corps, selon les usages locaux, aurait été inhumé sur place dans le cimetière du village le plus proche. Cette version macabre présente l'avantage de clore définitivement le dossier, tout en expliquant l'absence de dépouilles et l'impossibilité de vérifications immédiates. Les distances considérables, les difficultés de transport, la rudesse des populations montagnardes découragent naturellement les enquêtes approfondies. Pour donner du crédit à cette fable, sœur Catherine Élisabeth se charge de rédiger une lettre de condoléances du prétendu curé du village pyrénéen, lettre dans laquelle celui-ci décrit les circonstances du décès et exprime ses regrets de n'avoir pu sauver la malheureuse voyageuse. Ce faux, rédigé en espagnol approximatif et artificiellement vieilli, doit emporter la conviction de maître Bouchard. La mise en œuvre de cette duperie exige une préparation minutieuse. Il faut organiser un service funèbre solennel, commander une pierre tombale fictive pour le cimetière de l'abbaye, faire dire des messes pour le repos de l'âme de la défunte, bref, créer toute l'apparence d'un deuil authentique. Le 20 février 1787, 5 jours après la visite du notaire, Mère Marie-Françoise convoque solennellement la communauté pour annoncer la triste nouvelle. Sa mise en scène, d'un réalisme saisissant, trompe même les religieuses les plus soupçonneuses. Ses larmes, ses sanglots, ses défaillances apparentes témoignent d'un talent dramatique consommé. Maître Bouchard, rappelé d'urgence à l'abbaye, accueille cette révélation avec la douleur d'un frère aimant, mais aussi avec le flegme d'un homme habitué aux vicissitudes de l'existence. Il examine attentivement les documents qui lui sont présentés, pose quelques questions techniques sur les circonstances du décès et finit par accepter cette version tragique mais plausible. Les funérailles de sœur Agnès de la Miséricorde, célébrées le 25 février dans la chapelle de l'abbaye, constituent un chef-d'œuvre de mise en scène macabre. Le cercueil vide, recouvert du poil noir traditionnel, est entouré de dizaines de cierges qui projettent leur lueur dansante sur les visages composés des pleureuses de circonstance. Le père Dufresne prononce une oraison funèbre d'une éloquence remarquable, évoquant avec une émotion feinte les vertus de la disparue et la douleur de la communauté orpheline. Ces paroles, ponctuées de citations latines et de références scripturaires, convainquent l'assistance de la sincérité de son chagrin. Mais cette comédie sinistre ne peut dissimuler entièrement les failles du système criminel.
Plusieurs religieuses remarquent l'étrange coïncidence entre cette mort opportune et les exigences financières du notaire. D'autres s'étonnent de la rapidité avec laquelle les dirigeantes ont organisé ces funérailles, alors qu'elles affirmaient, quelques jours plus tôt, ignorer le sort exact de leur consoeur. Sœur Augustine, plus perspicace que ses compagnes, note dans son journal personnel: « Cette mort tombe bien à propos pour résoudre les difficultés créées par la visite de Maître Bouchard. Je commence à me demander si nos 3 sœurs ne sont pas plus près de nous qu'on ne veut nous le faire croire. » Cette intuition remarquable la pousse à intensifier ses observations discrètes. Elle remarque que frère Antoine descend désormais chaque semaine dans les caves profondes avec des provisions qu'il transporte dans des paniers soigneusement couverts. Ces expéditions régulières, qui n'avaient jamais eu lieu auparavant, éveillent sa curiosité professionnelle. Un soir de mars, profitant de l'absence du jardinier parti au village chercher des graines pour les semis du printemps, elle tente de suivre le trajet habituel de ces mystérieuses livraisons. Mais la prudence de ses adversaires a prévu cette possibilité. Toutes les portes donnant accès au niveau inférieur des caves sont désormais fermées à clé. Et ces clés ne quittent jamais les mains de mère Marie-Françoise. Cette découverte de la surveillance renforcée ne fait que confirmer les soupçons de sœur Augustine. Si les 3 religieuses sont réellement parties vers d'autres destinations, pourquoi renforcer la sécurité des caves? Si sœur Agnès est vraiment morte en Espagne, pourquoi continuer à transporter des vivres vers les souterrains? Le printemps 1787 marque un tournant décisif dans l'histoire secrète de l'abbaye de Sainte-Marguerite-des-Prés. Les événements qui vont se succéder au cours des mois d'avril et de mai révéleront au grand jour la vérité si soigneusement dissimulée depuis novembre précédent et précipiteront la chute du système criminel patiemment élaboré par mère Marie-Françoise et ses complices. Le déclencheur de cette cascade de révélations est un incident en apparence anodin qui va avoir des conséquences dramatiques. Le 12 avril, au cours des travaux de nettoyage traditionnels qui marquent de l'approche de Pâques, sœur Augustine découvre dans un recoin de la bibliothèque un fragment de parchemin qui a manifestement échappé aux destructions systématiques ordonnées par l'abbesse. Ce document, d'une dizaine de lignes seulement, est rédigé de la main de sœur Agnès de la Miséricorde. Il s'agit d'un brouillon de lettres destiné à l'évêque de Tours et daté du 20 novembre 1786, soit 3 jours avant la disparition de son auteur. Le texte, bien qu'incomplet, évoque explicitement l'existence de pratiques criminelles au sein de l'établissement et annonce l'intention de sa rédactrice de révéler la vérité sur les disparitions suspectes qui ont marqué l'histoire récente du couvent. Cette découverte capitale fournit enfin à sœur Augustine la preuve formelle que ses soupçons étaient fondés. Non seulement sœur Agnès n'est jamais partie pour l'Espagne, mais elle avait l'intention de dénoncer les crimes de ses supérieurs. Sa disparition soudaine, survenue quelques jours après la rédaction de cette lettre accusatrice, ne peut s'expliquer que par l'intervention directe de celle qu'elle menaçait de perdre. Forte de cette révélation, la jeune religieuse prend une décision qui va bouleverser l'ordre établi. Elle décide de mener sa propre enquête pour découvrir ce qui est réellement arrivé à ses 3 consoeurs. Cette résolution courageuse, qui la met en danger mortel, témoigne d'un sens moral remarquable et d'une détermination qui force l'admiration. Sa première initiative consiste à établir une surveillance discrète des déplacements de frère Antoine vers les caves. Profitant de ses fonctions de bibliothécaire qui l'obligent à de fréquents déplacements dans les différents bâtiments de l'abbaye, elle parvient à noter avec précision les horaires et les itinéraires de ses expéditions mystérieuses. Ces observations révèlent un schéma répétitif d'une régularité troublante. Chaque mercredi soir, vers 10 heures, le jardinier descend vers les caves profondes en transportant un panier de provisions. Il ressort 1 heure plus tard avec le même panier, visiblement vide. Ces allées et venues se déroulent toujours en présence du père Dufresne, qui semble superviser personnellement l'opération. Le 3 mai, sœur Augustine franchit un pas décisif en décidant de suivre clandestinement cette expédition nocturne.
Dissimulée dans l'ombre d'un pilier de la galerie, elle observe les deux hommes descendre vers les niveaux inférieurs, en empruntant un escalier qu'elle connaissait mal. Armée d'une chandelle éteinte, qu'elle n'allume qu'en cas de nécessité absolue, elle s'engage à leur suite dans ce dédale souterrain. L'exploration de ces caves profondes, qu'elle n'avait jamais visitées auparavant, lui révèle l'existence d'un véritable réseau de couloirs et de salles qui s'étendent bien au-delà de ce qu'elle imaginait. L'architecture de ces lieux, manifestement aménagés au cours des siècles passés, témoigne d'une volonté délibérée de créer des espaces secrets échappant à tout contrôle extérieur. Au troisième niveau souterrain, elle entend distinctement des voix humaines qui lui parviennent à travers les épaisses murailles de pierre. Ces sons étouffés, qu'elle identifie comme des voix féminines récitant des prières, lui causent un choc émotionnel considérable. Car elle reconnaît, malgré l'affaiblissement causé par la captivité, les timbres caractéristiques de sœur Agnès, sœur Thérèse et sœur Bernadette. Cette découverte de la survie des trois prisonnières, après des mois de mensonges sur leur prétendu départ ou leur mort fictive, la plonge dans un état de stupéfaction qui manque de compromettre sa sécurité. Seul un réflexe de prudence l'empêche de crier leur nom et de révéler ainsi sa présence au geôlier. Revenue dans sa cellule, après cette exploration périlleuse, elle mesure l'énormité de sa découverte et l'ampleur du crime dont elle vient de percer le secret. 3 femmes innocentes croupissent depuis plus de 5 mois dans une prison souterraine, maintenues en vie par leur bourreau pour des raisons qu'elle ne parvient pas encore à comprendre, mais qui témoignent d'une cruauté raffinée. Le lendemain matin, au cours de l'office de prime, elle observe avec une attention nouvelle les visages des religieuses dirigeantes. Ces femmes, qu'elle côtoie quotidiennement depuis des années, lui apparaissent soudain sous leur véritable jour. Des criminels endurcis capables des pires atrocités pour préserver leur pouvoir et leurs privilèges. Mais que peut-elle faire de sa terrible découverte? Comment libérer les prisonnières sans se mettre elle-même en danger mortel? Comment alerter les autorités extérieures sans risquer de subir le même sort que ses malheureuses consoeurs? Ces interrogations angoissantes la tiennent éveillée pendant plusieurs nuits. Elle envisage successivement différentes stratégies. Évasion personnelle pour aller témoigner à Tours. Lettre secrète adressée à l'évêché. Appel à l'aide lancé lors de la prochaine visite d'un personnage officiel. Mais chacune de ces solutions présente des risques considérables et des chances de succès incertaines. C'est finalement l'intervention de la Providence ou du hasard qui va résoudre son dilemme de manière inattendue. Le 15 mai 1787, l'abbaye reçoit la visite impromptue de Monseigneur Henri-Charles de Boisverdun, vicaire général du diocèse, accompagné de son secrétaire et de 2 chanoines réputés pour leur intégrité morale. Cette inspection extraordinaire, officiellement motivée par la nécessité de vérifier l'application des récentes réformes édictées par l'Assemblée du clergé de France, tombe au plus mauvais moment pour Mère Marie-Françoise et ses complices. Ils n'ont eu aucun moyen de préparer cette visite ni de dissimuler les traces de leurs activités criminelles. Monseigneur de Boisverdun, homme d'une 50aine d'années, au regard perçant et au caractère inflexible, a acquis au cours de sa carrière une réputation de réformateur impitoyable qui s'attaque sans complaisance aux abus les plus enracinés. Sa présence à Sainte-Marguerite-des-Prés annonce une remise en ordre qui pourrait être fatale aux criminels en soutane. Dès son arrivée, le prélat exige de consulter tous les registres de l'établissement. Comptabilité, correspondance, registre d'entrée et de sortie, procès-verbaux des assemblées capitulaires. Son œil exercé ne tarde pas à repérer les nombreuses incohérences et falsifications qui émaillent ces documents officiels. La disparition récente de 3 religieuses, suivie de la mort opportune de l'une d'elles, attire particulièrement son attention. Les explications embarrassées de Mère Marie-Françoise, ses contradictions répétées, son refus de produire certaines pièces justificatives éveillent immédiatement ses soupçons. C'est dans ce contexte de tension extrême que sœur Augustine prend la décision la plus courageuse de sa vie. Profitant d'un moment où elle se trouve seule avec le vicaire général dans la bibliothèque, elle lui remet le fragment de lettre de sœur Agnès tout en lui révélant à voix basse ses terribles découvertes.
Monseigneur, murmure-t-elle en s'agenouillant devant le prélat stupéfait. 3 de nos sœurs sont retenues prisonnières dans les caves de cette abbaye depuis le mois de novembre. Elles sont vivantes. Je les ai entendues prier. Mère Marie-Françoise et ses complices les ont fait disparaître parce qu'elles avaient découvert des crimes abominables. Cette révélation, appuyée par la production du document compromettant, produit sur Monseigneur de Boisverdun l'effet d'un coup de foudre. Homme d'église habitué aux turpitudes humaines, il n'en reste pas moins bouleversé par l'énormité des accusations qui lui sont portées. Mais son expérience de la justice ecclésiastique lui a appris à ne jamais négliger les témoignages, même les plus invraisemblables en apparence. Sans perdre un instant, il ordonne la perquisition immédiate des caves de l'abbaye sous la conduite de sœur Augustine. Cette descente aux enfers, effectuée à la lueur des torches portées par les chanoines, révèle progressivement l'ampleur du système criminel mis en place par les dirigeantes. Au 3e niveau souterrain, les enquêteurs découvrent enfin la porte blindée qui dissimule la prison clandestine. Les gémissements et les appels au secours qui s'échappent de cette cellule maudite confirment les dires de la courageuse dénonciatrice. Lorsque la porte est enfin brisée à coups de masse, le spectacle qui s'offre au regard des sauveteurs dépasse leurs pires appréhensions. Les 3 femmes découvertes dans cette prison souterraine ne ressemblent plus que de loin aux religieuses florissantes qui ont disparu 6 mois plus tôt. L'emprisonnement prolongé, la malnutrition, l'absence de lumière naturelle et surtout l'angoisse permanente ont transformé ces créatures autrefois épanouies en fantômes décharnés aux regards hagards. Sœur Agnès de la Miséricorde, qui pesait 60 livres au moment de sa disparition, n'en pèse plus que 35. Son visage émacié et creusé par les privations porte les stigmates d'une souffrance indescriptible. Ses cheveux, autrefois châtains et brillants, ont blanchi prématurément et tombent par plaques entières, révélant un crâne couvert d'eczéma. Sœur Thérèse du Saint-Sacrement présente les symptômes d'une tuberculose avancée qui s'est déclarée au cours de sa captivité. Sa toux persistante, ses crachements de sang, sa fièvre intermittente témoignent d'un état de santé gravement compromis. Elle ne pourra survivre que quelques semaines à sa libération. Sœur Bernadette de l'Immaculée Conception, la plus robuste du trio, a mieux résisté physiquement aux épreuves de l'emprisonnement. Mais son état mental révèle les séquelles psychologiques d'un traumatisme dont elle ne se remettra jamais complètement. Son regard fixe, ses gestes saccadés, ses monologues incohérents témoignent d'un équilibre mental définitivement compromis. Toutes 3 portent sur leur corps amaigri les traces des sévices qu'elles ont subis. Contusions, cicatrices, plaies infectées, causées par les chaînes qui entravaient leurs mouvements. Leurs mains, rongées par l'humidité et les mycoses, conserveront à vie les marques de leur martyre. Mais le plus émouvant pour les sauveteurs, ce sont les témoignages écrits que les prisonnières ont réussi à préserver malgré les conditions atroces de leur détention. Le manuscrit rédigé par sœur Agnès sur les pages de son bréviaire, les inscriptions gravées sur les murs de la cellule, les fragments de lettres dissimulés dans les paillasses constituent un dossier d'accusation d'une précision remarquable. Ces documents, rédigés au jour le jour par des femmes qui savaient qu'elles allaient mourir, révèlent avec une exactitude impressionnante les mécanismes du système criminel et l'identité de tous ses responsables. Aucun détail n'a été omis, aucun nom n'a été oublié, aucune circonstance n'a été déformée. La lecture de ces témoignages bouleverse Monseigneur de Boisverdun et ses accompagnateurs. Il découvre l'existence d'un réseau criminel d'une sophistication extraordinaire, dirigé par des femmes intelligentes et cultivées qui ont mis leur éducation au service du mal absolu. L'abbaye de Sainte-Marguerite-des-Prés apparaît comme un laboratoire secret où s'élaboraient des méthodes de destruction humaine d'une efficacité terrifiante. Les arrestations qui suivent cette découverte révèlent la lâcheté fondamentale des bourreaux face à leurs victimes libérées. Mère Marie-Françoise, confrontée aux témoignages accablants de ses anciennes prisonnières, tente d'abord de nier l'évidence avant de s'effondrer psychologiquement et d'avouer partiellement ses crimes. Le père Dufresne adopte une stratégie différente.
Il reconnaît sa participation au fait, tout en rejetant la responsabilité principale sur une abbesse qu'il présente comme ayant sombré dans la folie mystique. Selon lui, il n'aurait fait qu'obéir aux ordres d'une supérieure dont l'autorité ne pouvait être contestée dans le cadre de la hiérarchie monastique. Les 5 religieuses du cercle dirigeant réagissent chacune selon son tempérament. Sœur Marguerite de la Sainte Trinité conserve jusqu'au bout une dignité apparente et refuse de répondre aux questions des enquêteurs. Sœur Anne-Gabrielle du Saint-Esprit tente d'utiliser ses relations familiales pour négocier un traitement de faveur. Sœur Catherine-Élisabeth de la Miséricorde divine s'enfuit dans la nuit mais est rattrapée avant d'avoir pu quitter la région. Sœur Thérèse Bénédicte de l'Immaculée Conception choisit la voie de la confession intégrale, révélant aux enquêteurs des détails que même les victimes ignoraient sur l'organisation interne du réseau criminel. Enfin, sœur Marie-Madeleine de la Compassion, rongée par les remords depuis des mois, accueille presque avec soulagement l'effondrement du système qu'elle a contribué à mettre en place. L'enquête révèle également l'existence d'autres victimes qui n'ont pas eu la chance de survivre à leur emprisonnement. Les fouilles systématiques des caves permettent de découvrir plusieurs cellules murées contenant des ossements humains. Ces restes, expertisés par des médecins de Tours, correspondent aux signalements de religieuses disparues au cours des décennies précédentes. Au total, on dénombre au moins une douzaine de victimes qui ont péri dans ces geôles clandestines depuis l'arrivée de Mère Marie-Françoise à la tête de l'établissement. Cette hécatombe, soigneusement dissimulée par des explications plausibles et des faux témoignages, révèle l'ampleur véritable du système d'élimination mis en place par les criminels. Le procès qui s'ouvre à Tours en septembre 1787 passionne l'opinion publique et alimente la propagande anticléricale qui se développe dans le royaume. Les révélations quotidiennes sur les méthodes utilisées par les accusés, la description des tortures infligées aux victimes, l'évocation de l'atmosphère de terreur qui régnait dans l'abbaye révoltent une société déjà travaillée par les idées nouvelles. Mère Marie-Françoise de Sainte-Croix est condamnée à mort et exécutée sur la place publique de Tours le 15 janvier 1788. Sa fin, d'une dignité remarquable qui contraste avec la bassesse de ses crimes, impressionne les témoins de son supplice. Ses dernières paroles, rapportées par le confesseur qui l'assiste, révèlent une personnalité complexe, jusqu'au bout rongée par l'orgueil. J'ai voulu construire un royaume parfait, j'ai construit un enfer. Le père Dufresne, bénéficiant de son statut ecclésiastique, échappe à la peine capitale, mais est condamné à la prison à vie. Il meurt dans les geôles épiscopales en 1791, officiellement de maladie, mais probablement par suicide. Les 5 religieuses complices reçoivent des peines de prison ferme allant de 10 à 20 ans selon leur degré d'implication dans les crimes. L'abbaye de Sainte-Marguerite-des-Prés est officiellement supprimée en 1788. Ces bâtiments sont vendus comme biens nationaux à un riche bourgeois de la région qui les transforme en exploitation agricole. Les caves criminelles sont murées définitivement et leurs entrées condamnées par des tonnes de gravats pour éviter toute profanation. Vous qui avez écouté cette histoire jusqu'au bout, croyez-vous que tout a été révélé? Que la justice des hommes a suffi à effacer l'horreur de ces crimes? Laissez-nous vos commentaires, abonnez-vous à cette chaîne et partagez cette histoire avec tous ceux qui s'intéressent aux mystères les plus sombres de notre histoire. Car en 1928, 142 ans après ces événements terribles, des archéologues ont fait une découverte qui prouve que certains secrets ne peuvent jamais être entièrement ensevelis. En effet, les fouilles archéologiques menées en 1928 par l'équipe du professeur Marcel Fontaine ont permis de retrouver la cellule exacte où ont été emprisonnées sœur Agnès, sœur Thérèse et sœur Bernadette. Dans cette pièce, préservée par le hasard des démolitions et des remblaiements, les chercheurs ont découvert les témoignages authentiques laissés par les 3 femmes. Le livre de prière annoté de la main de sœur Agnès, les inscriptions murales gravées par ses compagnes, les fragments de tissu conservés dans l'air sec de la cave.
Tous ces vestiges confirment point par point les témoignages recueillis lors du procès de 1787-1788. Plus troublante encore, l'analyse des ossements retrouvés sur place révèle que les 3 femmes sont mortes exactement dans la position où elles priaient, agenouillées face au crucifix qui ornait leur prison. Mais revenons à cette découverte troublante de 1928 qui donne son titre à notre histoire. Car ce que les archéologues ont trouvé dans cette cellule scellée dépasse tout ce que les archives judiciaires avaient révélé un siècle et demi plus tôt. Le professeur Marcel Fontaine et son équipe, en perçant le mur de ciment grossier qui condamnait l'entrée de la cellule, découvrent un spectacle qui les marquera à vie. Les 3 squelettes, dans un état de conservation remarquable grâce à l'air sec de la cave, sont agenouillés exactement comme les avaient décrits les témoins de 1787, face au crucifix de bois sombre, les mains jointes sur leurs bréviaires ouverts aux pages des dernières prières. Mais ce qui glace le sang des découvreurs, c'est l'analyse minutieuse du ciment qui scellait leur prison. Les expertises menées par l'École des mines de Paris révèlent que ce mortier a été coulé à la hâte, probablement dans la nuit du 24 novembre 1786, soit exactement 24 heures après la disparition officielle des 3 religieuses. Plus troublant encore, des traces d'ongles et de sang humain sont incrustées dans la face interne de ce mur, prouvant que les malheureuses étaient encore vivantes lorsque leurs bourreaux ont scellé définitivement leur tombeau. L'analyse des ossements révèle des détails d'une cruauté inouïe. Sœur Thérèse présente des fractures multiples aux phalanges, témoignant de ses tentatives désespérées pour gratter le ciment frais avec ses ongles. Sœur Bernadette porte sur le crâne les traces d'un coup violent, probablement asséné pour la faire taire au moment de l'emmurement. Quant à sœur Agnès, son squelette révèle qu'elle a survécu plusieurs semaines après la condamnation de leur prison, se nourrissant probablement des maigres réserves laissées par ses geôliers. Le livre de prière retrouvé entre ses mains osseuses contient, écrite à l'encre de son propre sang mélangé à de l'eau croupie, les dernières volontés des 3 martyrs. Ces pages, d'une lisibilité parfaite malgré les années écoulées, constitue le testament le plus bouleversant jamais découvert dans les archives monastiques françaises. Nous mourrons innocentes, peut-on y lire? Mais notre sacrifice ne sera pas vain si un jour la vérité éclate au grand jour. Que celui qui trouvera ces lignes sache que Mère Marie-Françoise de Sainte-Croix et ses complices ont fait de cette sainte maison un enfer sur terre. Que notre sang retombe sur leur tête et sur celle de tous ceux qui, par lâcheté ou complicité, ont fermé les yeux sur leurs crimes. Plus loin, d'une écriture de plus en plus tremblante à mesure que les forces l'abandonnent, sœur Agnès a listé avec une précision remarquable tous les noms des victimes précédentes, toutes les dates des disparitions suspectes, tous les détails du système criminel qu'elle a contribué à démasquer. Ce document, d'une valeur historique inestimable, confirme point par point les témoignages recueillis lors du procès de 1787. Mais la découverte la plus troublante reste sans doute cette inscription gravée sur le mur au-dessus du crucifix, tracée par des doigts ensanglantés dans les derniers instants de leur agonie. Dieu nous a abandonnés, mais il nous vengera. Notre sang crie vers lui du fond de cette terre maudite. Ces mots, d'une force prophétique saisissante, semblent avoir trouvé leur accomplissement dans les événements qui ont suivi. Car l'abbaye de Sainte-Marguerite-des-Prés n'a jamais connu la paix après ces crimes abominables. Tous ses propriétaires successifs ont rapporté des phénomènes inexpliqués. Bruit de chaînes dans les caves, gémissements nocturnes, variations de température brutales, sensations de présences invisibles. En 1856, le fermier qui exploitait le domaine a découvert dans son potager 3 squelettes de femmes enterrés sans cercueil dans la terre non consacrée. En 1889, un incendie mystérieux a détruit les granges construites sur l'emplacement de l'ancienne chapelle. En 1903, 3 ouvriers travaillant à la réfection des caves sont morts dans des circonstances troubles, retrouvés asphyxiés dans une galerie pourtant bien ventilée. Ces événements tragiques, soigneusement occultés par les autorités locales, ont contribué à entretenir la réputation sinistre du lieu.
Aujourd'hui encore, les habitants des villages environnants évitent de passer près des ruines de l'ancienne abbaye après la tombée de la nuit. Les enfants de la région grandissent avec des histoires terrifiantes sur les dames blanches qui entraient ces lieux maudits. L'expertise archéologique de 1928 a également révélé l'existence d'autres cellules murées dans les profondeurs du site. Mais les autorités de l'époque, craignant de nouveaux scandales susceptibles de ternir l'image de l'Église catholique dans une France déjà travaillée par l'anticléricalisme, ont ordonné l'arrêt immédiat des fouilles. Ces chambres secrètes, qui pourraient contenir les restes d'autres victimes, n'ont jamais été ouvertes. Le rapport complet du professeur Fontaine, classé secret défense pendant 60 ans, n'a été déclassifié qu'en 1988. Sa lecture révèle des détails d'une précision troublante sur les méthodes utilisées par les criminels pour faire disparaître leurs victimes. Ces informations, jugées trop sensibles pour l'époque, éclairent d'un jour nouveau l'affaire de 1786 et confirment que la justice humaine n'a jamais connu toute la vérité sur ces crimes abominables. Aujourd'hui, les ossements des 3 martyrs reposent dans le cimetière de Tours, dans une tombe anonyme, où seule une croix de pierre porte l'inscription « Aux victimes innocentes de la barbarie humaine ». Le livre de prière annoté de leur sang est conservé dans les archives secrètes du Vatican, où il témoigne silencieusement des dérives criminelles auxquelles peut conduire la corruption du pouvoir religieux. Quant aux ruines de l'abbaye de Sainte-Marguerite-des-Prés, elles ont été définitivement rasées en 1952 sur ordre du préfet d'Indre-et-Loire. Officiellement, cette destruction s'expliquait par des raisons de sécurité publique, les bâtiments menaçant ruine. En réalité, les autorités voulaient effacer à jamais les traces matérielles de cette page sombre de l'histoire religieuse française. Mais peut-on vraiment effacer le souvenir de tels crimes ? Peut-on faire disparaître la mémoire de ces femmes qui ont payé de leur vie, leur courage et leur soif de vérité? Leur sacrifice nous rappelle que la vigilance citoyenne reste le seul rempart contre la barbarie, qu'elle se cache derrière les apparences les plus respectables ou les institutions les plus vénérables. En cette époque où les scandales secouent encore certaines institutions religieuses, l'histoire de sœur Agnès, sœur Thérèse et sœur Bernadette résonne avec une actualité troublante. Leur martyre nous enseigne que le silence complice peut devenir criminel et que le devoir de révéler la vérité l'emporte parfois sur l'obligation d'obéissance. Alors, vous qui avez écouté cette histoire jusqu'au bout, gardez précieusement leur mémoire. Partagez leurs témoignages avec tous ceux qui croient encore que la vérité finit toujours par triompher, même après des siècles de mensonges. Car dans le silence de leur prison souterraine, ces 3 femmes ont crié plus fort que tous leurs bourreaux réunis. Et si vous passez un jour près des champs qui recouvrent aujourd'hui l'emplacement de l'ancienne abbaye de Sainte-Marguerite-des-Prés, arrêtez-vous un instant. Écoutez bien le vent qui murmure dans les arbres. Peut-être entendrez-vous encore l'écho de leurs prières, montant vers le ciel depuis les profondeurs de cette terre à jamais marquée par l'innocence et le crime.